Thanks for your deed. When how we can discuss with the thesis. And, your director of thesis can discuss the conditions for the researchers. Donc, je vais donner la parole au professeur Lazari Youssef pour nous dire les conditions dans lesquelles s'est déroulée cette recherche. Et cette plaidoirie sera bien sûr suivie par un complément de plaidoirie de la part du professeur Toumi Riyad. À vous la parole, professeur. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Merci, Monsieur le Président. De mon côté, moi, je vais intervenir sur ce travail de recherche doctorale du doctorant Khalfa Ayman, qui a pour intitulé dans la spécialité architecture écologique et durabilité. Ça, c'est la spécialité. Le projet, ou bien l'intitulé du projet de recherche est je pense à l'innovation en énergie hybride des bâtiments, logiquement des bâtiments existants, cas de l'habitat à moyenne hauteur collectif à Skita. Permettez-moi l'assistance d'intervenir en français parce que en anglais, Monsieur le Président, ainsi que voilà, j'interviens carrément en français. J'ai des difficultés à parler en anglais, mais je vais intervenir, mon intervention, ça sera en français. Et ça va permettre à l'assistance aussi de comprendre plus encore les dessous de votre recherche doctorale. C'est le plus important. Bon, moi je vais revenir sur ce projet de recherche doctorale qui s'est intéressé à l'un des, je dirais, à l'un des secteurs les plus visés. C'est le secteur de l'habitat et de la construction de logements en Algérie. En raison de sa contribution significative dans la situation de vulnérabilité de l'environnement, notre environnement, soit urbain ou bien périurbain. Et c'est dû essentiellement, logiquement, à la surconsommation de l'énergie. Aussi, à l'usage abusif et, je dirais, aussi excessif des combustibles fossiles qui sont, pour mettre, je dirais, à disposition le confort thermique, on est obligé de puiser sur plusieurs choses. L'électricité qui est à base, à base carrément d'énergie fossile ou bien d'autres choses. Et qui fait que quelque part, ce type d'habitat aussi, je dirais, pose problématique concernant soit ça produit en matière de production, de technologie de production, soit en matière aussi de consommation à l'intérieur des logements. Et là, cette recherche s'est étalée à mettre en lumière une étude comparative qui a analysé et évalué l'état initial de 4 structures urbaines de logements collectifs existantes à Skida, une ville méditerranéenne au nord de l'Algérie, avant de proposer et de tester l'effet de 9 scénarios de rénovation hybride, à énergie hybride. Ainsi, le travail de recherche doctorale s'est composé de 7 chapitres distincts, bien coordonnés et équilibrés, dont le premier chapitre correspond à une relation entre les facteurs spatiaux multi-échelle et à la consommation d'énergie, le rapport de la consommation, en se référant bien sûr au creuset théorique de l'état de l'art. D'abord, elle traite du premier niveau de connaissance scientifique, du cadre conceptuel de la recherche relative au rapport corollaire entre les différentes formes urbaines et l'apport d'énergie solaire, puis son rapport étroit entre le changement climatique et l'amélioration énergétique dans le bâtiment, et à l'échelle aussi urbaine. Ainsi, je dirais qu'à la lecture de la mise en exergue du corpus réglementaire et législatif propre à l'énergie solaire et au changement climatique, soit à l'échelle de la planète, soit à l'échelle aussi du continent et à l'échelle de l'Algérie. Et là, au niveau de 5e, 6e chapitre qui s'intéresse à la situation réelle, c'est l'étude expérimentale, d'investigation expérimentale sur in situ. Là, il propose d'investir le terrain proprement dit, en mettant bien sûr en avant quelques aspects et quelques actions réelles et virtuelles à la fois.
réel, c'est carrément sujet à quoi? À des, je veux dire, à des campagnes de quoi? De mesures sur les sites, et à la fois virtuelles à travers des applications numériques qui vont nous permettre de voir les 9 scénarios qu'ils proposent comme réponse aux problèmes existants. Et là, j'irai au le deuxième volet que j'ai tant aimé développer, là, c'est l'approche méthodologique incluse dans le processus d'investigation expérimentale, afin de vérifier les hypothèses avancées de cette recherche et qui vise à mettre en avant l'objet même de l'étude. Approche qualitative et quantitative sont de mise. Ainsi, la saisie et l'appréhension de ce phénomène, l'impact des formes urbaines sur la consommation d'énergie et l'accès solaire, affiche largement l'acuité de la pertinence d'investir ce phénomène dans toute sa globalité, et prévoir son évolution dans les décennies à venir. Ce qui est bien sûr demandé pour le chercheur. Enfin, cette recherche doctorale, ainsi pensée, cousue et réalisée, se caractérise par une grande richesse d'informations, ce qui est important dans cette recherche, une grande richesse de connaissances scientifiques concernant déjà, soit en matériaux de construction, soit en forme, soit en volumétrie, soit au niveau des textures, aussi des informations très actuelles pointues en termes de quoi? D'investigation expérimentale et théorique sur le sujet traité. Et le doctorat, moi, je vais revenir sur surtout la manière dont la recherche a été au départ mise en forme, on parle de son évolution. Le doctorant Khalfa Ahmed, lorsqu'on a démarré, moi et M. le Président, qui est le directeur par excellence de la formation doctorale, on s'était mis on s'était mis d'accord pour aborder ce thème. Et là, au fur et à mesure qu'on a au départ déjà planifié un chronogramme concernant déjà les différentes approches, et je vais citer quelque part, je ne dis pas des éloges pour ce doctorant, mais aussi, je dirais, je dois lui rendre aussi ce qui a fait au cours des première, deuxième et troisième années. C'est parmi les doctorants qui a fourni beaucoup d'efforts. Il avait une volonté terrible d'aborder ce sujet et d'avancer énormément à chaque fois lorsqu'on lui donnait un travail. On avait toujours un surplus en plus. Et c'était bien pour lui. La preuve est là. La production scientifique de M. Khalfa Ahmed, elle est pertinente pour un doctorant. 3 années, il a ficelé sa thèse de doctorat. 3 années, il a fait 3 publications internationales. 2 classe B et 1 classe A qui est en révision chez les revueurs. Elle est chez les revueurs. Et ça, c'est important. En classe A, elle est acceptée avec tel que on a bloqué. C'est après. Et je ne vous dis pas les communications qu'il a faites au cours de ces 3 années de formation. C'est un parmi les rares doctorants qui ont vraiment fait beaucoup d'efforts. Moi, ce que j'ai appris au cours de son travail, il m'a forcé à réviser l'anglais. Parce qu'il voulait travailler en anglais, j'étais obligé de m'adapter à sa langue et de faire des efforts à traduire difficilement le contenu de sa thèse. Et je suis fier d'avoir des doctorants de cette taille. C'est important. Je laisserai le soin, M. le Président, à d'autres experts, membres d'experts, professeurs, qui vont évaluer, apprécier le travail de recherche doctorale de M. Khalfa Ahmed. Merci, M. le Président. Merci, pour le moment. Professeur, directeur de cette thèse. Je vais commencer là où a terminé le professeur. Moi, j'ai bien appelé M. Imad Din, sapeur-pompier de la
formation doctorale à Guelma. Est-ce que ça peut, que ça soit méritant ou il a plus de choses que ça? Parce qu'il répond toujours, par exemple, tout aide demandée de la part de ses collègues PhD students, que ce soit dans le numérique, que ce soit dans l'assistance linguistique. Donc il répond toujours présent, sans fatigue. Il est le porteur d'eau infatigable. Au Lamin, il a pu terminer sa thèse en 3 ans. Il a pu récolter plus de 300 points. C'est rare que les étudiants aient récolté 370 points sur le doctorat, là où l'admission est sur 180 points seulement. Donc une production scientifique énorme et ébranlable même, de la classe B et de la classe A, avec un parterre de chercheurs. Il a associé à ses recherches d'autres chercheurs. Il a commencé à créer son réseau d'éminents de recherche. Il a publié dans toutes les revues de renommée établie et il est toujours présent dans l'aide de la graduation. Il a toujours répondu présent, il a toujours travaillé le département et il est là et il le mérite au la main. Donc ce sont là les éloges que je lance pour complémenter ou en complémentarité de ce que vient dire son directeur de thèse. Cette thèse qui essaie de prendre en charge une rénovation hybride de l'énergie dans un quartier ou dans une zone urbaine de Skikda, connue par son climat un peu perturbé. Il y a des fois des inondations, il y a des fois des tops de chaleur. Donc tout cela a laissé notre impétron penser comment peut-on penser à une rénovation énergétique, et puis il a pensé à une rénovation hybride plus satisfaisante. Donc il a essayé de tenter de rénover par le biais de plusieurs techniques et outils et une méthodologie claire qui lui a laissé arriver à des résultats probants dans cette thèse. Sans tarder, je vais donner la parole à son co-directeur de thèse, Toumi Riyad, qui nous vient de l'université du 20 août 55 de Skikda. Merci. Donc, au départ, je dois remercier l'Université de Guelma, la faculté de techno, le département d'architecture et bien sûr l'école doctorale à sa tête, M. Javel Alkama, et pour l'invitation qu'il nous a fait depuis déjà pas mal d'années avec l'école doctorale de cette promo. Je suis très content d'être ici, de travailler avec cette équipe, de travailler avec mon ami Youssef pour le cadre du doctorant Khalifa Ahmeddine. Je confirme ce qui a été dit, on n'a pas eu la moindre difficulté, ni le moindre problème depuis le début de la coordination qu'on a fait dans le cadre de l'encadrement. Donc ça a été vraiment exemplaire depuis le début jusqu'à la fin. Et le résultat, c'est ça, c'est la thèse de doctorat d'aujourd'hui qu'il nous a présentée merveilleusement. Donc, pour le travail d'encadrement, c'était une synergie parfaite entre moi et mon ami Youssef. On a axé le travail en dehors du sujet lui-même, bien sûr, sur quelque chose de très important dans les travaux, dans la recherche scientifique et en particulier la thèse de doctorat. C'est la méthodologie. La méthode, c'est très important. Donc on est allé au fond des choses, dans les détails. À titre d'exemple, l'échantillonnage qu'on a travaillé bien dans la ville, le choix de la ville lui-même. Donc c'est très important, comme a dit M. Alkama Jamel, à propos de la ville qui est vraiment une ville problématique, une ville où il y a beaucoup de problèmes à tous les niveaux. Le cadre des logements sociaux, le logement social lui-même, c'est un cas particulier en Algérie. Toutes les politiques urbaines sont axées sur cet aspect, cette catégorie de logement social qui a des répercussions socio-économiques, écologiques, etc. Le sujet lui-même, c'est vraiment un sujet d'actualité et répond vraiment aux exigences de l'ère actuelle, de l'actualité de nos jours.
l'État et les ministères, les différents ministères cherchent vraiment à aller dans la question de l'économie et aller, pourquoi pas, dans l'habitat écologique. Le thème s'inscrit dans cet axe-là. Et normalement, il doit déboucher sur, et ce qu'il a fait d'ailleurs, sur d'autres questions. C'est un projet à mettre en lumière quand il s'agit de réalisation de logements sociaux. Si on regarde bien le site du ministère, on est encore au stade des prescriptions techniques applicables pour les logements sociaux, alors qu'on devrait normalement, au XXIe siècle, aller au-delà, avec l'habitat écologique, le logement écologique, économiser, même si nous sommes un pays vraiment où l'énergie elle est partout, mais en réalité, on doit économiser, on aller dans le sens de la durabilité. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, donc, pour la méthodologie elle-même. Donc, on a travaillé énormément sur cette question et sur le choix des outils, de la recherche, la collecte des données, comment on a élaboré l'échantillonnage pour les logements sociaux, parce que c'est très important. L'échantillonnage, c'est très important, c'est un point crucial dans la collecte des données. Ça nous permet justement de généraliser par la suite les résultats qu'on a fait à la fin de la thèse. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc, c'est un travail d'encadrement avec une synergie parfaite avec notre ami Youssef. Et bien sûr, ça nous a donné un travail où il départ la construction de la problématique, la collecte des données, la source des données, bien sûr, Sonargaz, et par la suite, comment on doit analyser ces données pour aller enfin faire un traitement de ces données-là et ce qu'ils sont. Donc, l'échantillonnage qu'on a fait a été vraiment représentatif et ça nous a donné pas mal des résultats assez très objectifs. Donc, pour le troisième point, donc, ce qu'il faut surtout retenir pour le travail d'Ahmed Din, c'est que, comme pour confirmer ce qu'a dit mon ami Youssef, c'est cette volonté de travailler dès le départ à formuler des questions de départ, des hypothèses, à chercher les données là où elles se trouvent. Et donc, c'est une volonté, ça s'intègre dans ce qu'on appelle le travail de recherche scientifique. Ce n'est pas une ligne droite. Il y a des rebondissements, il y a des allers-retours, et donc on a ressenti dès le départ cette volonté de travailler, cette volonté de chercher, et ça, ce qui forge réellement un chercheur à ce niveau-là, en particulier dans une thèse de doctorat. Donc, il a suivi carrément une feuille de route qu'on a établie dès le départ, et ça a été vraiment exemplaire. La coordination, ça nous a permis de faire... le dernier mot, donc le sujet traité, effectivement, à la fin, il donne des perspectives. Il s'intègre parfaitement dans le schéma de méthodologique. C'est-à-dire, on commence par une question, on essaie de répondre à cette question, à travers les hypothèses, etc. Et à la fin de chaque thèse de doctorat, on doit normalement ressortir d'autres questionnements qui seront par la suite une ouverture vers d'autres travaux de recherche, de thèse de doctorat et pourquoi pas. Donc, c'était ça le schéma qu'on a établi, une feuille de route. Et donc, ce travail-là, en fin de compte, il doit nous inspirer, il s'inspire même les autorités locales, pourquoi pas. Si vous allez en Skikda actuellement, il y a pas mal de travaux de réhabilitation qui se font. Heureusement, le rallye de Skikda, c'est une architecte. Et ça a permis de un peu débloquer pas mal de questions. Pourquoi pas ce genre de travaux? Ça sera la bienvenue. Donc en gros, c'est un travail très, très riche. Ça n'empêche pas que, bien sûr, dans une thèse de doctorat, de discuter les différents sujets, les différentes approches. Et c'est toujours bien fait, c'est toujours le bienvenu, c'est toujours pour le bien du doctorant, du travail lui-même et de la recherche. Et de cette formation qui a
nous a donné ce genre de doctorants qui sont bien sûr les futurs cadres de l'université dans le futur. Et merci, Monsieur le Président. Merci, cher professeur Toumi, de ce complément d'information et de cette mise en point par rapport notamment à la méthodologie choisie. Elle avait cette feuille de route qui a été définie dès le début et les partenaires de ce projet sont impliqués. Ils ont travaillé d'arrache-pied pour arriver à ce résultat satisfaisant et qui mérite d'être encouragé encore une autre fois. Merci, cher professeur Riyad. Donc, sans tarder, je vais donner la parole à notre cher doyen, professeur, doyen des architectes de l'Algérie, cher Madani Saïd, il nous vient de l'université Sétif 1. À vous la parole, cher professeur. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux d'être ici à l'Université de Guelma. Je dois remercier les collègues du département d'architecture de Guelma de m'avoir proposé comme membre du jury. Et je tiens aussi à remercier les collègues qui sont membres de ce jury. Et premièrement, je vais féliciter l'étudiant pour le travail qu'il a fait. Je vous remercie pour ce travail très consistant du point de vue plusieurs points. Et à part pour ça, vous avez vous êtes docteur. Bon, on peut maintenant discuter à l'aise. Et bon, j'ai les deux rapports en anglais et en français, puisque notre collègue et ami a enclenché le processus de parler en français. On va continuer en français, mais j'ai le rapport en anglais. Donc, si ce travail examine les structures, c'est-à-dire l'impact des structures bâties du paysage urbain, de la topographie sur les besoins énergétiques et l'accès à l'énergie solaire, ça, vous avez fait un travail de recherche très remarquable. Donc, votre recherche, elle examine comment les caractéristiques morphologiques urbaines et topographiques de 4 bâtiments résidentiels à Skikda influencent leur permanence énergétique et environnementale. C'est ce que j'ai compris. Elle étudie l'impact de l'orientation et de la hauteur des appartements sur la consommation d'énergie. Donc, tout ça est magnifiquement bien fait. Elle représente, je parle de l'étude, elle représente un enjeu important et elle met en évidence l'approche multifactorielle et l'accent mis sur l'optimisation énergétique et environnementale des bâtiments d'habitation collective à Skikda. Donc, il serait peut-être intéressant de clarifier certains points quant à l'approche, à l'importance de l'approche holistique qui intègre non seulement les aspects techniques, mais aussi les dimensions sociales, économiques et environnementales à long terme, ce que vous avez dit comme possibilité dans le futur, à long terme, dans l'évaluation et la mise en œuvre de solutions pour l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc il y a cet aspect. Est-ce que pour vous, je pose des questions et maintenant j'avance dans le... Est-ce que pour vous c'est je dirais, pas juste, mais de ne toucher que l'aspect technique. Et on a des résultats, mais elles sont plus ou moins insuffisantes. Pour moi, par rapport à tout un travail qui... Si on ne prend que ces aspects, vous avez fait un travail excellent. Ben, on reste les autres aspects, ils ont l'air importants. Si on peut pas les séparer par rapport à l'efficacité énergétique des bâtiments. C'est-à-dire c'est difficile de les isoler ou dire je travaille sur cet aspect ou le futur. C'est un choix que vous avez fait de travailler sur l'aspect technique. Cette recherche
du point de vue méthodologique, est une approche multidimensionnelle. Elle vise à fournir des solutions adaptées au contexte local, tout en s'alignant sur des standards internationaux d'efficacité énergétique. Donc, il serait aussi important d'expliquer comment vous combinez ces différentes approches. Pour les sources et les ouvrages anciens et récents, la bibliographie est bien fournie en ouvrages anciens et récents, et elle s'appuie sur un outillage conceptuel important, largement irrigué par la littérature scientifique anglo-saxonne et francophone aussi, sur les 4 cités de logement collectif, conçues sur la base de doctrines de planification moderne. Donc, pour ce qui est des résultats, cette étude sur le parc immobilier collectif de Skikda, elle vise à guider les décideurs énergétiques algériens face au changement climatique. C'est vrai qu'on est en plein, à l'échelle internationale, en plein, si vous voulez, cycle de changement climatique très important. Elle se concentre sur la maîtrise de la consommation d'énergie dans le secteur du bâtiment, l'un des plus énergivores, et sur la réduction de l'empreinte écologique. La transition énergétique peut être facilitée par la rénovation urbaine en combinant plusieurs approches: utilisation d'appareils et chaudières efficaces, renforcement de l'isolation du bâtiment, intégration d'énergie renouvelable et sensibilisation des ménages. Moi, je connais l'expérience espagnole, je ne sais pas si vous avez travaillé sur ça, sur l'isolation des bâtiments. Ils ont travaillé beaucoup sur les matériaux qui isolent les bâtiments. Et sur le polystyrène, où on intervient sur les façades. Parce que le problème de l'Algérie, même si on continue à construire les Drarish et les Baïnen, un peu partout en Algérie, il y a des millions de logements chaque année. Si on arrive à un cycle d'urbanisation qui risque d'être peut-être dans 10 ans, 15 ans, on arrêtera parce que la démographie elle est en train de baisser en Algérie. Donc on risque de ne plus construire dans 10 ou 15 ans. Donc le gros problème de l'Algérie, c'est le stock existant. Les bâtiments qu'on a, les cités qu'on a, qui sont énergivores et qui posent un grand problème, non seulement d'espace intérieur où il n'y a pas les conditions de confort, et en même temps elles posent les problèmes de consommation d'énergie. Donc on consomme d'énergie beaucoup et l'intérieur reste un grand problème. Et il y a du point de vue social, je ne sais pas si vous avez écouté le sociologue Bekis, c'est un grand sociologue qui est très connu par les réseaux sociaux. Les grands problèmes sociaux de l'Algérie sont dus en partie à l'exiguïté du bâtiment et des logements. Fait une famille de 5 personnes, on lui donne 50 ou 60 mètres carrés. C'est un grand problème, ça. والولاد ما تخرجوش برا ويقعدوا في الدار. Donc un espace restreint, exigu, où عندك 5 gosses très dynamiques comme mentalité algérienne. Donc on forme des gens nerveux. هذو عندنا une consommation d'énergie énergivore. Imaginez qu'on résout le problème de l'exiguïté. Il y a 120 ou 150 mètres carrés, avec les mêmes techniques qu'on est en train d'utiliser. Ça va être pire. C'est des espaces qui règlent le problème. J'aurais bien avoir un logement à régler. Bon, c'est le problème d'énergie qui se pose. Parce qu'on est khasrin des deux côtés.
Donc, il y a le problème aussi qu'il faut peut-être mettre comme possibilité, comment combiner les deux aspects techniques et socio-spatial pour le futur travail, surtout parce que c'est vrai que dans les autres pays, on a un espace. C'est un continent. Pour faire des logements, des cajapours. On y perdant sur les deux côtés techniques et sociaux. Alors c'est très important comme. Aussi, il y a je ne sais pas si vous avez lu il y a deux architectes qui ont déjà parlé en 58 sur la conception des cités, où ils reprochent à la composition urbaine ces espaces qui sont très étalés entre les bâtiments. Entre un immeuble et un autre, on a 100 mètres ou 50 mètres. Non, maintenant. C'est des espaces qui sont en hiver de la boue, et en été, c'est de la poussière. Donc, ça lui pose énormément de problèmes aussi, de chaleur et de. Disons, en 58, il le pose, les deux architectes français. Hein? Et donc, c'est un problème qu'il faut résoudre. Pour l'Algérie et le climat méditerranéen, il faut concevoir des plans sous forme de fromage gruyère, compact avec des petits espaces. Parce que on n'a pas beaucoup d'eau pour les irriguer, mais avoir de grands espaces verts. Et si on ne fait pas des espaces verts, des arbres, des espaces, le problème reste posé à l'énergie, ou le soleil monte, à les façades. Donc il faut lire les architectes. Ils ont travaillé sur Schlef, en 58. Je peux vous envoyer le lien si vous voulez, pour l'information sur ça. Donc, cette étude sur le parc immobilier collectif exclusif vise à guider, ça je l'ai dit, je ne vais pas répéter. Donc, lesquelles critiques potentielles se résument au manque de perspective critique. Le travail ne présente pas de point de vue critique sur les conclusions de l'étude ou sur ses recommandations ou sur l'absence de comparaison. La recherche ne compare pas cette approche à d'autres stratégies ou études similaires menées ailleurs, s'il y en a. Des études similaires pour pouvoir dire que les gens, comment ils travaillent en Algérie. En conclusion, si vous voulez, cette étude visait essentiellement à examiner en profondeur et à évaluer de manière critique l'état énergétique et environnemental des logements collectifs dans la ville algérienne de Skikda. Donc l'analyse portait sur deux aspects, la situation initiale et l'état post-intervention selon divers scénarios de rénovation hybride. La recherche s'est concentrée sur trois paramètres clés, la consommation d'énergie, la production d'énergie et les émissions de carbone. Ces éléments ont été analysés en corrélation avec plusieurs facteurs spatiaux spécifiques, notamment l'accès à l'ensoleillement, la morphologie des bâtiments, les variations du contexte urbain et les particularités topographiques de la zone étudiée. Donc la thèse de l'impétrant Khalfa Ahmed est d'une qualité de présentation générale caractérisée par une cohérence visuelle remarquable. L'auteur démontre une grande maîtrise dans l'utilisation et l'adaptation des illustrations qui s'intègrent harmonieusement au manuscrit. Ces éléments graphiques particulièrement réussis jouent un rôle crucial dans la clarification et l'approfondissement de la compréhension du travail de recherche. Ils permettent au lecteur de saisir efficacement la portée et les nuances de l'étude. Cependant, la conclusion de la thèse, votre conclusion, présente une opportunité d'amélioration significative. Dans son état actuel, la première partie se limite à une récapitulation exhaustive des différentes parties et chapitres du manuscrit.
une conclusion de thèse devrait idéalement transcender ce simple résumé pour offrir une synthèse plus analytique et percutante. Il serait judicieux de la restructurer pour mettre en exergue les contributions essentielles et originales de la recherche, évaluer explicitement la validité des hypothèses initiales à la lumière des résultats obtenus et articuler clairement les implications théoriques et pratiques des découvertes. En recentrant ainsi la conclusion sur ces aspects fondamentaux, l'auteur renforcerait considérablement l'impact global de son travail. Cela permettrait non seulement de consolider la cohérence interne de la thèse, mais aussi d'offrir au lecteur une vision plus synthétique et prospective des apports de cette recherche dans son domaine d'étude. Je tiens à exprimer ma satisfaction quant à la qualité du travail présenté. Ceci démontre votre capacité à mener à bien un protocole de recherche ambitieux, avec l'exigence scientifique requise. Et je vous remercie. Merci, monsieur le professeur. Sans mettre à l'ombre que le professeur, la dernière série, c'est un anglo-saxon, il est diplômé américain. Il a fait ses recherches en industrialisation aux États-Unis. Il a fait l'effort de présenter cette plaidoirie en français. Donc, merci à vous, monsieur le professeur Doyen. Donc, je récapitule un peu ce qu'a dit le professeur, c'est qu'il a mis un peu l'accent sur une question très pertinente en matière de la problématique qui existe en Algérie. On est perdant sur les deux volets. Volet de dépenses énergétiques et volet spatial. On n'est pas arrivé à produire un logis satisfaisant sur le plan spatial et même sur le plan énergétique, on est en train de souffrir parce que reste à dire que qualité d'un logement très en deçà du confort que désire l'usager algérien. Donc voilà une problématique posée, comment repenser le logement algérien avec des standards peut-être nouvelles qui peuvent donner un peu la satisfaction sur le plan spatial et social. Parce que si on veut faire le bien-être, il faut le dépenser. Il faut dépenser de l'argent pour avoir de l'énergie. Certes, nos parcs de logement sont actuellement énergivores. Parce que leur conception et leur technique de construction et les matériaux avec lesquels ils sont conçus rendent ces espaces énergivores et que la facture d'électricité, du gaz de la famille algérienne est très élevée par rapport au taux moyen de revenus de la famille. Ce sont là les quelques questions sur lesquelles il s'est un peu penché, monsieur le professeur, pour nous dire que cette thèse mérite d'être un peu développée sur d'autres axes à venir. Il est allé à la fin, dans sa lecture de cette thèse, de critiquer un peu la conclusion, qui reste pour lui, qui ne représente pas vraiment le produit de cette investigation, et respectueuse comme l'a décrit. Intéressante, mais sa conclusion reste un peu en queue de poisson. Elle ne fait pas sortir les différents résultats auxquels espère l'impétrole. Parce qu'il a essayé de chercher certains scénarios, 9 scénarios avec 4 types de logements et trouver des résultats. Pour lui, pour le professeur, ces résultats devraient être quantifiés et comparés à d'autres recherches pour mettre en exergue la valeur de cette investigation. Ce sont là les quelques éléments de résumé que je peux retenir de cette discussion aussi scientifique et précise dans votre manuscrit. Sans tarder, je donne la parole au docteur Sharikia Mohamed de l'Université de Guelma. À vous la parole pour une lecture aussi sous un autre angle. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à vous féliciter. Je félicite Monsieur Khalfa Ahmededdine pour avoir accompli ce travail colossal de recherche qui concerne le logement social et vouloir d'améliorer les conditions de vie et le bien-être et en même temps les consommations énergétiques dans le logement social en Algérie, à Skita. Le manuscrit présenté respecte dans son contenu les critères scientifiques d'une thèse de doctorat.
Sur le plan forme, le manuscrit présenté est bien rédigé. Sa lecture est facile. Il est appuyé graphiquement par des plans, des schémas et des graphes, des photographies. Bon, pour la page de garde, il faut la réviser. Pour la bibliographie, le candidat a exploité des ouvrages théoriques nécessaires qui ont une liaison directe avec le thème, et notamment la performance énergétique dans le bâtiment, l'impact de divers paramètres de l'enveloppe du bâtiment sur la consommation énergétique et les techniques utilisées dans la simulation et l'expérimentation visant la réduction de la consommation de l'énergie. Les travaux de plusieurs chercheurs ont été présentés, les différentes méthodes utilisées aussi, et l'évaluation de la consommation énergétique dans le bâtiment. La problématique présentée est le constat de la consommation énergétique très élevée dans le bâtiment, un bâtiment surtout social, notamment dans la ville district comme cas d'étude, le peu d'études qui prennent en charge l'interaction entre l'enveloppe extérieure du bâtiment, son environnement urbain et sa situation topographique à plusieurs échelles spatiales. Donc l'objectif recherché à travers cette problématique est l'exploration de la consommation d'énergie, la production locale d'énergie solaire et l'influence de divers facteurs associés aux structures de bâtiments, au paysage urbain et aux conditions topographiques. L'hypothèse avancée est de vérifier l'impact des facteurs multi-échelles liés aux morphologies des immeubles d'habitation collective à sélectionner comme cas d'étude, leur contexte urbain et topographique. En conclusion, la conclusion du doctorant a mis l'accent sur les résultats obtenus et recommandations nécessaires pour des actions passives et actives afin d'améliorer la performance énergétique et environnementale des bâtiments résidentiels à des degrés divers, selon la forme de l'espace urbain et la mesure d'intervention. L'intégration des panneaux hybrides dans les toitures des immeubles d'habitation collective et la possibilité aussi d'intervenir avec, bien sûr, une architecture passive d'intervention. Il y a quelques observations là-dedans. Le candidat dans l'ensemble a montré des capacités à mener une recherche scientifique, une bonne maîtrise des outils méthodologiques, tout en ayant un esprit d'analyse, d'interprétation et de synthèse. Néanmoins, j'ai quelques observations très importantes par rapport à votre sujet, puisque, à mon avis, c'est un sujet très complexe. Le logement social en Algérie, c'est un sujet qui ne concerne pas seulement le bâtiment, il concerne aussi l'espace extérieur. Il y a tout un ensemble d'actions. Ce que j'aurais souhaité, c'est que dans votre conclusion, vous aurez bien sûr ces résultats avec, entre autres, des actions à proposer, à mettre en œuvre ou à avancer comme future recherche, puisque tout est lié. Cette consommation énergétique, c'est dû à les causes de cette consommation énergétique sont multiples. Ce n'est pas seulement le logement lui-même, le bâtiment lui-même. Il y a l'environnement et l'espace. 1. 2. Il y a le côté économique. Le côté économique du logement. Le logement social en Algérie a été toujours pensé et réalisé en économique. D'ailleurs, au niveau du ministère de l'Habitat, quand on parle du logement social, on évoque toujours les 22 mètres cubes de béton du F3. On ne doit pas dépasser les 22 mètres cubes de béton pour le logement. Donc, on arrête l'enveloppe financière sur cette base pour réaliser ce logement. Le bâtiment, alors l'extérieur, l'aménagement extérieur, ça, c'est, comme l'a souligné cher professeur, c'est le no man's land. Donc, il y a deux facteurs importants qui seront associés à votre proposition pour peut-être proposer un début d'action dans l'amélioration de la performance de ces constructions-là. C'est le côté social, humain, comportemental, le côté urbain. Le côté urbain,
l'organisation spatiale, la composition spatiale du logement. N'oubliez pas que la ville algérienne était, avant l'indépendance, une ville compacte. Aujourd'hui, elle est une ville éclatée. On réalise actuellement les bâtiments, on les appelle bars. Ces bâtiments-là, bars, créent entre eux des espaces no man's land qui sont nocifs, non pas seulement au confort humain, mais aussi à la santé publique. الغبار اللي يجي كينوض الريح والخماجات حاشاك اللي تتهز في السماء c'est nocif pour la santé. Vous voyez, c'est une terre vide. C'est elle aussi qui joue un rôle pour apporter un certain inconfort. Le deuxième point, vous avez proposé, j'ai vu dans votre thèse, un triple vitrage. Pourquoi aller directement vers le triple vitrage? Y a-t-il pas d'autre solution? Au lieu de proposer un triple vitrage, par exemple l'amélioration de la qualité du verre et de son épaisseur, parce que quand on dit triple vitrage, c'est pas économique. Le volet économique, c'est très important dans ces actions-là, parce qu'il y a la faisabilité. L'industrie aussi joue un rôle, parce qu'il faut un accompagnement. Pour proposer ces scénarios, il faut un accompagnement par une industrie qui puisse réaliser des prototypes. Et pour ne pas trop s'étaler, je vous remercie encore pour ce travail colossal, pour ce début de proposition d'intégration, d'intervention dans le bâtiment pour améliorer les conditions énergétiques. Et je passe la parole à monsieur. Merci, docteur Chadia, de cette lecture aussi pointue et bien précise en matière de typologie de logement qu'on doit utiliser pour minimiser la consommation énergétique, la manière de programmer, la manière de design urbain, parce que pour lui, cet espace extérieur étendu comme ça ne n'aurait pas maîtrisé les sources de problèmes hygiéniques, énergétiques et de beaucoup de choses. Donc, comment peut-on repenser encore une autre fois une composition urbaine qui peut être compacte ou autre, et qui peut, parce qu'on ne peut en aucun cas maîtriser ces espaces extérieurs qui sont là, qui sont source de tout dérangement, que ce soit du bien-être ou même de cette dépense énergétique excessive et qui rend nos bâtiments énergivores. Donc cette structure, elle est intéressante. Il essaie de revenir un peu sur le cas pour dire, pour aller proposer, c'est simple, aller proposer un triplage. Revenons un peu sur l'estimation, sur la maîtrise, ce que ça peut donner. Donc ce sont là les questions qu'il faut essayer de comprendre, que si on propose quelque chose qui est tellement excessif et non maîtrisable sur le plan de réalisation, il va peut-être revenir avec son effet pervers et négatif. Ce sont là les quelques éléments que je peux retenir de cette lecture aussi importante du docteur Chadia Mohamed, qui vous a accompagné aussi dans votre formation doctorale, et je veux remercier sur ça, qui fait partie de notre comité de formation doctorale. Il est là, il a pu répondre oui. Il a donné beaucoup de son temps, dans mon droit, et il a pris de développement. Donc, sans tarder, quant à moi, je vais essayer d'être un peu bref et de ne pas être peut-être, de ne pas cracher dans la soupe. Parce que la fête, elle est là. Donc, il n'est qu'à produire dans le sens de féliciter et de remercier et d'être de même avis de mes confrères. Mais néanmoins, il faut dire une chose, que pour moi, ça m'a échappé au début. J'ai vu durant tout le processus de votre formation, on a toujours parlé de ça. 4 questions, c'est donc pour une thèse. 4 questions d'investigation. J'ai dénombré plus de 24 concepts. Alors qu'on a toujours parlé, peut-être que les concepts sont autour de 5 pour les maîtriser. Donc les 4 questions dénombrent un peu, parce que vous êtes entré, je crois, dans l'énergie, dans l'écologie, le bien-être, donc la consommation. Donc, ça rend un peu la tâche très difficile. Donc pour moi, on essaie de minimiser les questions, quoique les questions sont bien posées, mais ils sont de l'ordre de 4. Et quand j'ai essayé de nommer de concepts qui composent un peu les
interrogations de recherche, j'ai trouvé que c'était un peu bon. Et j'ai aussi une autre remarque à émettre. Le chapitre 3. Si on revient sur le chapitre 3, pour moi, il n'a pas sa place dans la thèse. Il parle un peu du problème énergétique de l'énergie en Algérie. Les chiffres qui touchent l'Algérie globalement. Alors que ce qui nous intéresse, et on a parlé toujours de cette construction de la connaissance théorique, analyse des concepts, pour vous, la rénovation énergétique, consommation, énergie, énergivore, ce sont là les outils avec lesquels il peut aller un peu développer un positionnement épistémologique pour voir les outils avec lesquels il va intervenir et définir du case study, comme vous l'avez bien défini, parce qu'il a avec votre échantillon bien défini, et puis aller directement investiguer le cas. Pourquoi aller sur un chapitre 3 et nous présenter un peu la problématique de l'Algérie en matière d'énergie, un chapitre que je trouve un peu outsider. Ça, c'est un peu, je ne vous force pas la main de répondre à ça, mais c'est mon avis personnel. Il y a aussi un élément très important que je trouve dans la thèse, c'est que, généralement, quand vous avez un mètre de l'engouement, mettre un schéma, chaque démonstration, il y a 2-3 schémas, non pas le but. On a par exemple la page 92, là, vous avez 4. Alors qu'il est nécessaire peut-être de mettre un seul schéma qui peut répondre à ta préoccupation. Des fois, parce que chaque schéma, il a sa lecture. Parce que la figure ou le schéma, c'est une partie du texte. C'est un travail. Donc ici, peut-être de minimiser un peu le nombre de schémas qui est introduit pour la justification. Page 91. Chapitre 3 et tout cela que l'Algérie, mon ami. Hein? Alors, je vous ai remarqué. Par exemple, شوف la page 82, c'est-à-dire que pour ce climate analysis and mapping, tu mets 4 schémas. Alors que chaque schéma nécessite une explication. 1, 2, 3, 4. Alors que tu appliques le renvoi, showing figure 2, 10. Donc, là, on va نشوف 1, on va نشوف 2 هات. showing figure, est-ce qu'on va نشوف 1, est-ce qu'on va نشوف 2, est-ce que 3, 4, وين ça crée un peu d'ambiguïté. D'accord? Même في القبلات هذه la page 83 c'est la même chose. C'est la même chose, showing figure هذه تمام ça crée 4 schémas. C'est des emprunts. Non, mais بدينا نهضر عليه حق واحد. C'est des emprunts qui ont été empruntés. Ça أنا هنا. Parce que on a déjà rappelé. Qui explique la méthode? Il explique le process. Un schéma explique. Non, mais c'est collectif, c'est un seul auteur qui développe la méthode. Allez-y. Si on va regarder vous voulez dire efficiency of urban systems. 92. Page 92. الثاني هذا la form and layout. الثالث هذا height resistant construction materials. الثالث هذا vegetative cover. Donc, chacun لازم يكون عنده une explication, عنده un texte اللي يتبعه. D'accord? C'est pas le même thème. C'est 4 thèmes différents l'un de l'autre. Ok? Donc, à moment des petites remarques, sinon, moi j'adhère totalement aux avis de mes confrères, un travail qui mérite d'être
respecté et d'être félicité. Donc pour les membres du jury, ça va, ils sont pas les amis d'accord sur que le travail est un travail intéressant, que l'Impétron a fourni beaucoup d'efforts. Et sur ça, je vous donne la parole si vous avez quelques 5 minutes, même pas, sur quelques interrogations des membres du jury. Concernant l'absence de comparaison entre l'étude avec d'autres recherches, comme conclusion générale, je vais prendre ça en considération. Voilà, merci. Concernant le côté économique et social, comme j'ai dit dans les perspectives futures, que je vais prendre ça dans les futures recherches, puisque dans cette recherche, j'ai concentré surtout sur le côté technique. J'ai comparé à l'échelle du bâtiment, en termes de facteurs liés à la morphologie du bâtiment, à son contexte urbain, son contexte topographique, et déterminer les facteurs qui influencent beaucoup plus sur la consommation énergétique. À l'échelle de l'isosphère, à l'échelle moyenne, j'ai appris des analyses topographiques et solaires pour définir les facteurs qui influencent la quantité d'énergie solaire incidente sur le cycle général. Pour avoir une idée sur les emplacements, les bons emplacements des panneaux photovoltaïques solaires électriques. Et aussi pour avoir une idée sur l'influence de leur emplacement sur la quantité d'énergie générée par ces panneaux. Et aussi à l'échelle des appartements, j'ai essayé d'avoir une idée sur l'effet de l'orientation et l'effet de la hauteur de l'appartement par rapport à l'ensemble des bâtiments, par la comparaison entre les appartements d'un seul bâtiment. Concernant les chiffres, j'ai pas. On va parler de ça en aparté. On va parler de ça en aparté. On va parler de ça en aparté. Une petite remarque, c'est moi là derrière, si tu peux nous expliquer what does mean UBM approach. Urban Building Energy Model, c'est la modélisation énergétique qui prend en considération le bâtiment et les facteurs urbains, c'est-à-dire le bâtiment qui entoure la morphologie et leur impact sur tant que la relation qui existe entre UBM, la relation qui existe entre UBM et PIO. Quelle est la relation qui existe entre l'évaluation professionnelle et l'UBM?
l'évaluation post-occupationnelle. Yes. C'est trop complexe. Passez-moi le. Allez, on ne va pas te déranger. Oui, 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 d'accord. C'est-à-dire que Qui se fait à travers des enquêtes. ici, à travers la pyramide de Maslow. Donc, ne te dérange pas. Ne te dérange pas. Je vais rendre la parole aussi. Je vais donner en complémentarité la parole à professeur Lazari pour ajouter un mot. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Moi, je vais revenir sur quelques éclaircissements sur tout ça. Cette recherche doctorale, au départ, on a misé sur deux facteurs qui sont importants. Au départ, on a misé sur deux facteurs. C'est qu'on ne va pas, parce que déjà, l'évaluation de la performance, soit de l'apport énergétique, de l'apport de l'accessoire au bâtiment, dans le sens cédant, on ne voulait pas aller au-delà de quelques aspects. Tellement l'approche globale, elle est complexe, si complexe qu'il doit faire beaucoup de facteurs, tels que les textures de l'environnement immédiat et du cadre bâti qui environne l'espace habité à l'intérieur. C'était pour nous très difficile. On voulait montrer du doigt, soit aux décideurs, soit aux experts, soit aux membres, ouvrir un débat sur quoi? Sur l'audit énergétique. Une dimension que les pays maghrébins ou bien les pays du Sud, l'audit énergétique. C'est ouvrir carrément, je dirais, une adhésion de l'acteur public sur l'optimisation de l'énergie, de l'accès à l'énergie et de la consommation énergétique à travers un audit. Et là, on s'est mis d'accord sur de ne pas ouvrir sur la programmation, la conception, la réalisation, la production et la consommation de l'espace. On ne voulait pas ouvrir ces paramètres parce que tellement c'est des paramètres très complexes qu'il faut tout un laboratoire pour l'élaboration de cette performance énergétique, aussi de calibrage la consommation énergétique post-occupation ou bien au cours de l'occupation, après occupation et avant où le projet est à l'état d'étude. C'était très complexe pour nous. On voulait juste à travers un essai de réflexion faire un projet doctoral d'étudier deux paramètres à trois, même la hauteur du bâtiment, le bâtiment enclos. Le bâtiment enclos, c'est des bâtiments qui ne sont pas, certes c'est des analyses de cité, parce que c'est cité 200 logements, 400 logements, 600 logements, c'est des mini-cités où la disposition de bâtiments d'habitation, elles sont en plot, en unité, carrément en bloc. On voulait vraiment expérimenter ce genre d'expérience urbanistique qui est vouée au départ et à l'échec. Comment peut-on faire un bâtiment à mi-hauteur, déjà avoir un apport suffisant en matière d'apport énergétique? Et on voulait savoir les rez-de-chaussée premiers par rapport au dernier, comment peut-on bénéficier de cet apport énergétique qui vient de l'accès solaire. À travers aussi la texture, parce qu'il y avait une programmation de calibrage qu'il a faite. À travers quoi? À travers déjà aussi des plans où il a essayé de faire un logiciel, c'était Revit. Revit, il a fait le calibrage de je dirais, de la topologie du logement. Et qui a fait que quelque part, tellement la taille de la complexité si jamais on a d'autres paramètres, ne suffisait pas pour une fois de 3 ans, ni 4 ans, ni 5 ans. C'est un travail de laboratoire. Si jamais on attaque la dimension de pratique sociale de l'espace ou bien de consommation spatiale à l'intérieur du logement, qui c'est important, monsieur le professeur tout à l'heure, monsieur Madani a posé aussi un problème important sur la taille du logement, la surface du logement, occupation du logement, en fonction des, je dirais, des habitants qui vont l'occuper. Après, certes,
Il contribue énormément sur la performance ou bien carrément la qualité à l'intérieur du. C'est des dimensions qui sont imbriquées dans l'habitat. Sauf pour ce travail où on a essayé de travailler. Ouais, on a fait abstraction de ces d'autres paramètres pour des raisons. Certes, il devrait les noter et dire que quelque part, que cette recherche s'ouvre ou se base sur 2 dimensions, 3 dimensions, parce que aussi la recherche doctorale, surtout en LMD, elle est proportionnelle par rapport au temps alloué à la recherche. Le temps alloué à la recherche, c'est 3 ans. 4 ans maximum, avec dérogation. 5 ans avec dérogation, difficilement. 6 ans, la canette, on a l'accès. Et là, c'était très difficile d'ouvrir d'autres paramètres. Oui, sauf que ça n'empêche pas, au niveau des recommandations, des pistes de recherche louables pour les futurs chercheurs, d'ouvrir ces questionnements. De les ouvrir, parce que c'est vrai, si jamais on fait la programmation plus la conception, beaucoup de choses vont changer. Énormément de choses vont changer. Tout à l'heure aussi, notre cher professeur Mohamed Charitia a posé un problème sur le triple vitrage, proposant du triple vitrage. Notre intervention n'est pas c'est d'apporter un plus à ce qui existe. Ce triple vitrage, c'est pas lui qui l'a proposé. C'est les essais, c'est les scénarios il a fait des dimensionnements, où le scénario lui a proposé l'état des lieux de ces constructions d'habitation en plot, mais il y a une solution, si jamais, parce que tôt ou tard, la preuve est là, la France, l'année dernière, a reçu une réglementation pour louer un logement en France, soit à Paris, en Île-de-France, ou bien à d'autres villes en France, il faut faire valider un audit énergétique. Veut dire quoi? Que des experts, des architectes experts viennent faire cet état des lieux en matière de consommation énergétique dans votre logement pour proposer la location ou bien l'achat ou la vente de ce logement. D'après la réglementation en vigueur, l'audit, ça va venir dans 30 ans, 25 ans. Lorsque les énergies fossiles comme l'essence, le gasoil vont être réduites, on va faire des audits. Parce que monsieur le professeur tout à l'heure Madani a posé un problème aussi important, c'est nos habitats sont des passoires thermiques et des passoires sonores. Pourquoi c'est des passoires? Parce qu'on n'a jamais pensé au confort thermique, au confort à l'intérieur du logement social, ni promotionnel. On n'a jamais pensé à ça. Notre seul problème pendant 60 ans, c'était de construire pour tout le monde. Et une production unique, avec un cahier de charge, un seul cahier de charge, avec une seule porte, un seul accès, le même type de fenêtre, le même type de dalle. La preuve, il nous a ajouté tout à l'heure, M. Charait aussi, Mohamed, les 25 mètres cubes de béton, qui va 22 mètres cubes de béton, je m'excuse, les 22 mètres cubes de béton qui sont là aussi, qui montrent que la limite de la réflexion concernant la conception du logement en Algérie, et qui pose énormément de problèmes. Un cahier de charge qui n'a pas changé 65 ans. Un cahier de charge qui n'a pas changé depuis 65 ans. On a en 72, les années 62, on a donné 1 kilo de pain pour chaque famille. Donc là-bas, la famille fait 12 membres, où maintenant le pépé et le père du pépé, mais elle existe, plus le père, plus l'enfant qui a ses enfants, le même kilo divisé en petits pains. On a donné le même kilo, mais en forme de petits pains. Et qui est fait problématique. Donc pour nous, c'est l'objet de cette recherche, Monsieur le Président, c'est quoi? C'est d'ouvrir des pistes de recherche potentielles louables pour faire des audits dès maintenant. Dès maintenant, on a des audits
énergétique. Notre consommation intérieure de logement, vous savez, les passoires thermiques, en hiver, on a des chauffages qui chauffent l'extérieur, en été, on a des climatiseurs qui refroidissent et que l'extérieur, ils n'ont pas l'intérieur. Pourquoi? Parce que nos constructions sont chétives. Bachlin fait la construction. Voilà, Merci, Monsieur le Président, j'arrête avec ça. Je remercie mes collègues, mes professeurs. Merci pour votre contribution. Voilà, parce que déjà le président a essayé de répondre à certaines préoccupations des membres du jury. Sur ça, je vais demander d'une manière un peu très douce de l'assistance de libérer la salle, quelques minutes afin de vous donner le temps de libérer, et même l'impression doit quitter la salle pour revenir, pour entendre un peu le résultat de cette délibération.